Attention à vous, cette histoire traite de gens morts, de gens qui meurent et potentiellement de petits screamers ou d'images très lumineuses. Bonne écoute, je présume. Imaginez-vous à Paris en 1915. La France saigne depuis plus d'1 an déjà dans les tranchées. La Première Guerre mondiale est déclarée. La ville, jadis bruyante de rire, de balles et de toute autre chose joyeuse, s'est assombrie. Les rues sont pleines de femmes seules, vêtues de noir, endeuillées, marchant tête basse, un médaillon au cou, souvenir d'un mari ou d'un fils tombé au front. Vous êtes l'une d'entre elles, une veuve. La trentaine ou la quarantaine, peut-être plus. Votre petit commerce a souffert, les temps sont durs, la solitude pèse. Le soir, dans la lumière tremblotante de la lampe à pétrole, vous lisez les petites annonces matrimoniales du Petit Journal ou du Figaro. On y trouve des promesses d'amour, des mots doux, parfois la chance d'un nouveau départ. Et puis un jour, une lettre, une belle écriture, polie, bienveillante. Un homme qui dit s'appeler Lucien Guyet, peut-être Georges Freinet, veuf lui aussi, cultivé, respectable. Il vous écrit avec délicatesse, vous parle de mariage, de vie à deux, dans une petite maison à la campagne, loin de la guerre, des privations et du chagrin. Il dit vous aimer avant même de vous avoir vu. Et vous, le cœur battant, vous croyez à cette main tendue dans la nuit. Quelques semaines plus tard, vous quittez tout, votre appartement, vos amis et vos souvenirs. Vous vendez vos quelques bijoux pour préparer cette nouvelle vie. Vous montez dans un train, direction Vernouillet, ou Gambé, un petit village tranquille, entouré de forêts. À la gare, il vous attend, un homme à la barbe taillée, vêtu avec soin, le regard calme et doux. Il parle bien, rit doucement. Rien, absolument rien ne laisse deviner que cet homme poli, si attentif, a déjà conduit plusieurs femmes comme vous vers une disparition totale. Vous ne reviendrez jamais, tout comme 11 autres victimes. Vous vous êtes sûrement habitué aux crimes contemporains, ceux du présent mais pas ceux du passé. Or, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. En 1915, tandis que la guerre fait rage sur le territoire français, un homme séduit des veuves puis les fait disparaître. Surnommé le Barbe Bleue de Gambé, aujourd'hui nous parlons de Henri Désiré Landru. Henri Désiré Landru naît à Paris le 12 avril 1869, dans une famille modeste mais stable. Son père, Ferdinand Landru, est chauffeur d'omnibus. Sa mère, Fleur Henriette, femme dévouée, élève ses enfants dans une morale stricte. Henri est un élève intelligent, appliqué, mais introverti, déjà manipulateur et porté sur les mensonges. Il fréquente le petit séminaire de Paris, où il reçoit une solide éducation religieuse. On dit qu'il aurait pu devenir prêtre, tant il excellait dans la rhétorique et le discours. Mais il s'en détourne vite. À l'adolescence, il développe une fascination pour les machines, les plans, les systèmes, mais aussi pour les femmes, qu'il séduit facilement grâce à son éloquence. Après son service militaire en 1889, il travaille comme dessinateur industriel. Mais il rêve déjà d'ascension sociale. C'est un homme qui méprise la médiocrité, dans sa condition, et veut à tout prix réussir, quitte à tricher. Landru se marie en 1893 avec Marie-Catherine Rémy, une femme honnête avec qui il aura 4 enfants. Mais très vite, il mène une double vie. Bon père le jour, escroc la nuit. Il commence par des petites arnaques, vol d'objets, escroquerie à la location, usurpation d'identité. En 1900, il est condamné pour abus de confiance. En 1904, il récidive. En 1908, il monte une arnaque au mariage. Il séduit des veuves ou des femmes seules via des petites annonces matrimoniales, leur promet le mariage, leur soutire de l'argent, puis disparaît. Il est condamné par contumace à plusieurs reprises et passe presque 10 ans de sa vie en prison. En 1914, au moment où la Première Guerre mondiale éclate, Landru sort de prison. C'est alors qu'il va devenir le tueur que la presse appellera bientôt le Barbe Bleue de Gambé. La Première Guerre mondiale est un événement majeur nécessaire pour comprendre le contexte de notre histoire. Elle éclate en 1914 et dure jusqu'en 1918. C'est une guerre gigantesque qui oppose 2 grands blocs, la Triple Entente, la France, le Royaume-Uni, la Russie, puis, rejoint par les États-Unis en 1917, contre la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui finira par changer de camp. En France, en tout cas, on considère le début de la Première Guerre mondiale quand l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo. Cet événement met le feu à une Europe déjà pleine de tensions politiques, économiques et coloniales. En quelques semaines, les pays se déclarent la guerre les uns après les autres. C'est l'engrenage des alliances. Très vite, le conflit devient mondial. Des millions de soldats venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique s'affrontent. Les combats se figent dans les tranchées, surtout sur le front de l'Ouest, entre la France et l'Allemagne. C'est une guerre de position, atroce. Boue, froid, rats, bombardements, gaz toxiques, des batailles comme Verdun en 1916, où la Somme devient des symboles d'horreur. Des millions d'hommes meurent pour gagner quelques mètres de terrain. En 1917, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés, ce qui fait pencher la balance. L'Allemagne s'épuise, l'Autriche s'effondre, et la Russie, minée par la révolution bolchevique, quitte le conflit. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé, la guerre est finie. Mais le bilan est terrible. 18 millions de morts, dont presque 10 millions de soldats. Des pays ruinés, des frontières bouleversées, et surtout, un sentiment de revanche et d'humiliation en Allemagne qui préparera le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte dramatique que commence notre histoire, ou en tout cas que commencent les meurtres de notre personnage. En effet, la guerre laisse en France des milliers de veuves, de fiancés abandonnés et de femmes isolées. Les hommes sautent au front, les femmes cherchent sécurité, compagnie, mariage. Les jeunes regorgent de petites annonces matrimoniales, où les unes et les autres cherchent l'âme sœur. C'est dans cet univers que Landru trouve son terrain de chasse idéal, sous de fausses identités telles que Lucien Guyet ou Georges Freinet, Raymond Diard, Guy Hermin,
Cuché, etc. Il publie des annonces ou répond à celles de femmes seules. Toujours le même scénario. D'abord, il les séduit en envoyant des lettres. Promet monts et merveilles, un mariage, une vie simple, remplie de paix, loin de la guerre. Il les convainc de vendre leurs biens, puis il les amène dans une maison isolée. Et après un court séjour, elles disparaissent à jamais. On connaît 2 lieux où Landru a perpétué ses crimes, Vernouillet et Gambé. En 1915, Landru loue une petite villa à Vernouillet, en Seine-et-Oise. Puis, en 1918, il achète une maison plus isolée à Gambé, dans les Yvelines, sous le nom de Dupont. C'est là que se déroule la majorité des meurtres. Une maison tranquille, avec un fourneau à charbon et un petit jardin. Parfait pour faire disparaître les corps. Ces corps, parlons-en. En réalité, on n'en retrouvera aucun entier. Seulement des restes calcinés. Mais grâce aux lettres, aux témoins et aux traces administratives, on identifie 11 femmes disparues, toutes passées entre ses mains. Avant de plonger dans les détails des meurtres et toutes les victimes, laissez-moi tout d'abord quand même vous raconter l'histoire de Barbe Bleue, en tout cas dans les grandes lignes. Barbe Bleue est un conte populaire français rendu célèbre par Charles Perrault au XVIIe siècle. Il raconte l'histoire d'un homme riche, mystérieux et effrayant, reconnaissable à sa barbe bleue. Il épouse plusieurs femmes, mais toutes disparaissent sans explication. Un jour, il donne à sa nouvelle épouse les clés de son château, en lui interdisant d'ouvrir une petite pièce secrète. Curieuse, elle désobéit et découvre les corps des anciennes femmes de Barbe Bleue, atrocement tuées. Furieux, il veut lui faire subir le même sort, mais les frères de la jeune femme arrivent à temps pour la sauver et tuer Barbe Bleue. Ce conte, à la fois terrifiant et symbolique, dénonce la curiosité, le pouvoir et la cruauté masculine, tout en explorant la peur du mariage et du secret. Avec le temps, Barbe Bleue est devenu un symbole du mari meurtrier, inspirant des œuvres littéraires, musicales et même le surnom de notre tueur, le Barbe Bleue de Gambé. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire de Landru, de son passé, expliqué la Première Guerre mondiale et raconté l'histoire de Barbe Bleue, nous allons pouvoir nous pencher sur ces meurtres. On en reconnaît 10 femmes et un homme, ou un garçon si vous préférez. Comme dit précédemment, nous n'avons trouvé aucun corps, seulement des restes calcinés. La première victime de Landru se nomme Jeanne Cuché. Elle meurt à 43 ans en 1915. C'est une veuve modeste, mère d'un adolescent. Elle rencontre un homme prénommé Lucien Guyet, dans les jardins du Luxembourg. Elle tombe amoureuse de lui confie son argent et vient s'installer avec lui à Vernouillet, avec son fils André, qui avait 17 ans. Peu après leur arrivée, mère et fils disparaissent. Des voisins voient Landru transporter des valises et brûler de grands feux dans son poêle. Ensuite, il y a Thérèse Labordeline, qui meurt en 1915. C'est une bourgeoise de 47 ans, sans enfant, rencontrée par correspondance. Elle vend ses meubles et bijoux pour suivre Lucien Guyet et disparaît après un séjour à Vernouillet. Landru encaisse l'argent de la vente et conserve ses effets personnels. Ensuite, Marie-Philomène Guyen meurt en 1919. Elle est âgée de 55 ans. Elle rend visite plusieurs fois à M. Dupont à Gambé, puis disparaît définitivement au printemps 1910. Célestine Néon meurt en 1918. C'est une âme naïve, profondément croyante, persuadée que Dieu lui a envoyé ce fiancé providentiel. Elle disparaît le jour même, dès son arrivée à Gambé. Landru se débarrasse aussitôt de ses affaires. Anne Colomb meurt en 1917. C'est une provinciale d'une 40aine d'années rencontrée par annonce. Elle part pour Gambé en laissant derrière elle sa famille et ses meubles vendus. C'est une disparition complète. Sa correspondance prouve qu'elle était en contact avec Raymond Diard, un alias de Landru. Il y a André Bablé, qui meurt en 1917. C'est une jeune ouvrière d'usine de 19 ans. Rencontrée sur Paris, elle tombe sous le charme d'un veuf distingué qui lui promet mariage. Elle part pour Gambé avec lui. On retrouvera plus tard des bijoux lui appartenant dans le tiroir de Landru. Célestine Buisson qui meurt en 1916. Veuve d'un soldat, simple et croyante, elle rencontre Georges Frimet. Elle parle de mariage, part avec lui à Vernouillet et plus personne ne la revoit. Landru envoie ensuite à sa famille des lettres imitant son écriture pour dire qu'elle est partie au sud. La Louise Jaume, elle meurt en 1917. C'est une femme de 38 ans rencontrée à Marseille. Landru la convainc de venir à Paris avec ses économies. Elle disparaît dès son arrivée. Son père reçoit une lettre prétendument écrite par elle, mais postée depuis Paris par Landru lui-même. Anne-Marie Pascal, elle meurt en 1917. Âgée de 36 ans, c'est une employée de bureau. Elle écrit plusieurs lettres enthousiastes à sa famille. Je pars à la campagne, avec mon fiancé. Puis plus rien. Disparue après un séjour à Gambé. Et enfin, la dernière victime connue, Marie-Thérèse Marchandier, la suit, en 1918. C'est une ancienne prostituée aisée, indépendante et confiante. Elle rencontre Landru et le trouve respectable. Elle disparaît après l'avoir suivi à Gambé avec une grosse somme d'argent. Mais les agissements de Landru ne sont pas tout à fait invisibles. En effet, les voisins de Gambé s'étonnent souvent. Ce monsieur Dupont brûle du charbon sans arrêt, même en été. Étonnamment, ce n'est pas l'enquête de la police qui amène à l'arrestation de Landru. C'est la sœur de Célestine Buisson qui alerte la police elle-même après avoir enquêté. Elle fournit une liste de lettres, de rendez-vous, d'adresses. La sûreté retrouve la trace de Georges Frimet, découvre qu'il correspond à un homme fiché sous plusieurs identités, Henri Désiré Landru. Le 12 avril 1919, Landru est arrêté à Paris. Chez lui, on trouve un carnet où il a soigneusement noté les noms, dates et détails de ses fiancés, mais pas un mot sur leur sort. Le procès s'ouvre le 7 novembre 1921 à Versailles. L'affaire passionne la France entière. Les journaux en font des unes spectaculaires. Barbe Bleue moderne, le monstre de Gambé. Pourtant, Landru nie tout. Il reconnaît les escroqueries, mais jamais les meurtres. Il garde son sang-froid, plaisante avec les juges, joue de son intelligence pour embrouiller les débats. Ses avocats plaident l'absence de corps, l'absence de preuves formelles. Mais le carnet, les disparitions concordantes et le reste brûlé suffisent à convaincre le jury. Le 30 novembre 1921, Landru est condamné à mort pour 11 meurtres.
Ne serait-ce que 2 mois approximatifs plus tard, le 25 février 1922, à l'aube, Henri-Désiré Landru est guillotiné à la prison de Versailles. Il refuse toute confession. Ses dernières paroles auraient été « Monsieur le bourreau, ce n'est pas moi qu'il faut guillotiner, c'est la société ». Jusqu'à la fin, il ne reconnaît aucun meurtre. À la suite de cette affaire, Landru devient un mythe français. On lui attribue des pièces de théâtre, des films, notamment celui de Claude Chabrol en 1963 avec Charles Denner, des études psychiatriques et criminologiques. Certains historiens ont avancé l'hypothèse qu'il n'aurait peut-être pas tué toutes ces femmes ou qu'il s'agissait d'un mythe judiciaire, mais la concordance des faits laisse peu de doute. Landru est devenu l'archétype du tueur bourgeois, intelligent, méthodique, séduisant, mais dénué d'empathie.